Voilà, je crois que peut-être pour ouvrir cette conversation, la première question que je pourrais poser, je vais la poser à Alain Mabankou. Je ne sais pas si c'est une question, ça sera peut-être plutôt un constat au fond. C'est que le fait de partager des ailleurs, c'est une manière de restituer des expériences du monde. Or, les expériences du monde, ce sont souvent aujourd'hui des récits de violence, et la littérature n'échappe pas à cela, puisque la littérature n'échappe au fond à rien de ce qui fait de notre humaine condition. Et c'est vrai que la littérature a aussi cette vertu de dire le monde, et donc de faire le récit des violences. Merci beaucoup. C'est toujours difficile d'ouvrir la porte de la maison, hein, puisque c'est moi qui suis l'examen oral de pouvoir baliser ce qu'il faudrait que je puisse avoir comme idée du sujet. Mais bon, l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes ici tous le résultat de cet ailleurs, dans la mesure où nous sommes dans une civilisation désormais de la mobilité accélérée. Hein. C'est pas que la civilisation d'avant était immobile, mais nous sommes dans une civilisation où notre être se définit par la somme des déplacements que nous avons fait. Et bien l'histoire qui est la nôtre est justement un peu le compte rendu. La plupart du temps, malheureusement c'est ce qu'on voit dans les fictions, la plupart du temps c'est le compte rendu des échecs que nous avons eus, peut-être des voies que nous avons cherché à emprunter afin de subsister à la rudesse du monde. C'est peut-être aussi une autre forme de civilisation qui change désormais la définition de notre monde. Avant, on définissait le monde d'un côté les blancs, les noirs, les jaunes, etc. La définition aujourd'hui se trouve peut-être... la définition aujourd'hui est plus simple. Et est-ce que nous sommes les victimes de cette violence, ou alors peut-être que nous sommes les bourreaux, ou nous sommes les complices de cette violence? Dans quelle mesure, même dans notre impassivité, nous ne participons pas à cette sorte de mise à mort du genre humain? Et quelles sont les voix que nous devrons entendre aujourd'hui pour essayer peut-être de rendre les choses plus claires? Je suis, c'est vrai, de la mobilité. Je suis, c'est vrai, celui qui porte comme une tortue porterait sa carapace, la légende de mon monde. Mais c'est parce que aussi je cherche à inscrire ma légende dans la grande légende du monde, et qu'il y a des forces qui m'empêchent de le faire, que je suis devenu romancier. Et si je suis devenu romancier, c'est pour inscrire la petite voix intérieure que j'ai dans la grande voix du monde. Mais le problème, c'est que la grande voix du monde appartient aujourd'hui, comme même avant, à ceux qui ont décidé de morceler le monde, de dicter le monde. Et ces gens ont le pouvoir à la fois économique, ont le pouvoir de décider ce que la société pourrait avoir comme vision. Aujourd'hui, écrire devient alors une sorte de refuge. C'est peut-être le seul endroit qui permette de donner une réponse de rébellion au monde qui est aujourd'hui une somme de violence. Simplement, quand vous ouvrez, vous allumez votre télévision, c'est le discours de la violence. Vous allez dans la rue, c'est le discours de la violence. Le discours de la fédération, le discours de l'union est un discours qui n'intéresse personne. Malheureusement, ce sont des bonnes intentions que nous avons, mais dès que nous essayons de les poser sur la table, les gens, dans une sorte même de sadomasochisme, préfèrent regarder ce discours de la violence, être les spectateurs, parfois complices de ce discours qu'on essaye de vulgariser à travers les nouveaux modes de communication que nous avons. Si quelque chose de bien, de pacifique se fait ici, ça n'intéresse pas à ceux qui ont des téléphones portables de le mettre dans les réseaux sociaux. Mais si on est en train, je ne sais pas, de torturer quelqu'un quelque part et qu'on a la possibilité de voir, ça fait une sorte d'événement
qui va intéresser tout le monde, et ceux qui sont censés montrer le visage du monde et ceux qui sont censés délivrer un message. Comment faire que la nouvelle de demain, la nouvelle que nous donnons, soit une nouvelle de peut-être de l'addition, de la multiplication, pas forcément de la division ou de la soustraction. Peut-être c'est ça la question de notre monde actuel. Je vais à gauche et à droite, mais je compte sur mes deux camarades pour redresser le cheval, porter avec fierté. Une droite renforcée. Et après, on verra comment un peu redessiner tout cela dans une logique qui serait peut-être un peu à la hauteur de ces lieux, qui sont beaux, qui, eux, n'ont pas de violence. Wilfried, on peut peut-être reprendre ce qu'a introduit Alain à l'instant. Il a introduit l'idée des victimes et des bourreaux. Et peut-être que ce que sait faire la littérature, précisément, pour restituer le monde à travers ses violences, mais aussi son hospitalité, c'est précisément de faire tomber les carcans et de montrer qu'au fond, il n'y a pas des bourreaux d'un côté et des victimes de l'autre, parce que nous partageons tous les mêmes réalités et qu'il n'y a qu'un seul monde. Et ça, la littérature sait faire ça, elle sait montrer ça. La complexité des situations et sortir au fond des facilités et de ces pensées un peu manichéennes qui consisteraient à mettre d'un côté les victimes et de l'autre les bourreaux. Oui, Catherine, moi c'est ce qui m'a animé en écrivant le livre dont j'ai lu un extrait ce matin. En vérité, je me suis aperçu, j'ai appris il y a 10 ans de ça, quand je suis allé au Congo pour la première fois depuis que j'avais quitté en 73. Parce que donc j'ai vu mon oncle que j'avais pas vu depuis très longtemps. Il m'a fait le tour de Brazzaville et jusqu'à Boko, le village d'origine, la ville d'origine, pardon. Et il me montrait un peu les possessions de la famille, du clan, donc des terrains, des maisons et ainsi de suite. Et à un moment donné, je me dis, mais que faisaient nos ancêtres pour posséder tout ça? Il me dit, ils vendaient des êtres humains. Bon. C'était une nouvelle très très désagréable, parce que c'est quelque chose dont on ne peut pas être très fier, mais surtout, comme tu le dis, ça remettait complètement en cause la perception que j'avais, en l'occurrence, de l'histoire et de l'histoire de la traite. Donc je me suis mis en tête d'un jour écrire un roman pour faire acte de réconciliation. Parce que je me suis dit, il faut qu'on cesse d'être clivé quand on regarde cette histoire tragique de 400 ans. Il faut qu'on cesse de se disputer entre noirs, blancs, africains, européens. Surtout qu'au final, ces catégories-là ne veulent pas dire grand-chose. Et quand j'ai eu la chance de tomber sur ce personnage-là qui a vraiment existé, j'ai vu une manière de revisiter ça et et je me suis rendu compte que se confondaient bourreaux, victimes et ainsi de suite, et qu'au final c'était important de dénoncer. Il fallait dénoncer la traite, les horreurs de la traite, mais il fallait aussi dénoncer l'Inquisition parce qu'elle fait partie du parcours de ce jeune-là. Mais surtout, en plus de la dénonciation, même si c'est très naïf, mais je vous avoue, j'y crois, il fallait proposer autre chose. Voilà. Et la littérature, dans sa dimension de fiction, peut se permettre ça. Et donc, dans cette histoire vraie, j'ai introduit une fiction, et cette fiction-là, c'est l'amitié que ce prêtre venu du Congo va tisser avec un mousse qui lui vient de l'ouest de la France, et c'est ensemble qu'il dénonce les horreurs de la traite, les horreurs plus tard de l'Inquisition, le calvaire des musulmans en Espagne, le calvaire des Juifs en Italie. C'est ensemble. Donc même s'ils n'ont pas la même couleur de peau, même s'ils n'ont pas le même statut social, c'est ensemble qui croient et qui construisent une humanité faite de dignité, de respect et ainsi de suite. La littérature permet ça,
la littérature aussi, je me suis rendu compte parce que je voulais revisiter la traite sans jamais évoquer la couleur de peau. Je pensais que ça allait être difficile, mais c'était très, très simple. Et seule la littérature permet ça. Le cinéma ne peut pas enlever la couleur de peau, la BD ne peut pas enlever la couleur de peau, la littérature le peut. Peut-être, Saber, pour prolonger ce que vient de dire Wilfried, on pourrait dire, et là c'est un peu aussi à l'historien que j'ai envie de m'adresser, que tout moment historique, celui que vient d'évoquer Wilfried, mais bien d'autres, au fond repose probablement à la fois sur une part d'idéal, l'ambition d'amener l'humanité à une étape nouvelle, différente, et en même temps elle est fabriquée, tissée de violence. Donc il y a cette intrication permanente qui empêche vraiment de dire qu'un événement n'est fait que de violence, parce que souvent il y a aussi une part autre, ou bien qu'il n'est fait que d'idéal. Oui, tout à fait. Moi, je pourrais commencer par dire que la vraie demeure de l'hospitalité, c'est le roman. Tout est permis. Je ne choisis pas ces personnages en fonction de considérations ethniques, identitaires, salariales, sociales, économiques. Et moi, ce qui me fascine, justement, ce thème hospitalité et violence, là, c'est sans doute l'historien qui parle. Moi, je considère que l'hospitalité est une forme première du gouvernement des hommes, au fond. Et c'est véritablement l'invention du politique, de l'art de gouverner, qui a justement introduit justement cette dose de violence, parce qu'à un moment donné, il fallait ériger des frontières, il fallait définir le citoyen, il fallait définir l'étranger, et que ce soit l'étranger qu'on est prêt à l'accueillir, etc., etc. Et donc, un des premiers romans qui incarne véritablement ce souffle primitif, je dirais, mais au sens objectif du terme, c'est-à-dire au sens premier, c'est quand même l'Odyssée d'Homère. C'est-à-dire que Ulysse a pu regagner Ithaque grâce à l'hospitalité, parce que dans ce voyage incertain, il a pu être accueilli. On lui a ouvert plusieurs maisons. Bien évidemment, il avait le concours des dieux, etc., etc. Mais parce que ses semblables, cette traversée des mers, et en particulier de la Méditerranée, mer de l'hospitalité, donc moi ce que je trouve violent, c'est justement comment passer de cet état primitif, premier, de l'hospitalité presque entière, à une mer qui devient un cimetière. Aujourd'hui, il y a une semaine, on a fait monter 170 jeunes dans un bateau troué, alors que le bateau avait une capacité de 80 personnes maximum, et au bout d'une certaine distance, le bateau a coulé. Il y a aujourd'hui, on dénombre 70 personnes. Oui, j'ai envie de dire à Alain, les choses s'accélèrent, le monde devient global, village planétaire, certains disent, mais on a l'impression aussi que les murs deviennent de plus en plus hauts, que le mur devient de plus en plus long, et c'est impressionnant, les histoires. Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur les murs qui existent aujourd'hui dans le monde, entre l'Arabie Saoudite et l'Irak, par exemple, entre le Mexique et les États-Unis, entre Israël et Palestine. Oui, entre Israël et Palestine. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que, c'est sans doute naïf de le dire, mais je pense que le roman, c'est la demeure de l'hospitalité, c'est aussi le lieu du possible, au fond, parce qu'on essaye, tant bien que mal, de dire autre chose que le chaos qui est installé devant nos yeux. Bien évidemment, il faut le décrire, ce chaos, bien évidemment, il faut aller jusqu'au bout, mais on essaye de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et je ne serais pas... On a tendance aussi à dire le lointain, la violence, c'est ailleurs. Non, je pense que c'est... Non, je pense qu'il y a aussi... Il y a la violence ici même. Et cette violence, malheureusement,
elle est fondamentalement politique. Elle est véritablement, voilà, on aura l'occasion d'en parler, d'en discuter, mais il faut véritablement la nommer. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est impressionnant tous ces étrangers, parce que c'est l'étranger qui nous vient fondamentalement. Il nous vient pourquoi? Bien évidemment, il y a cette question, il nous vient pourquoi? Parce qu'il considère sans doute qu'il y a cette ambition qu'il peut toucher de ses mains. On pourrait peut-être inverser la proposition, en fait, en disant, à l'inverse, les violences viennent du lointain, en disant que l'hospitalité aussi vient du lointain. Cette fameuse hospitalité qui a permis à Homère de rentrer chez lui, est-ce que d'une certaine façon, au Congo, en Tunisie, pour parler des pays que vous connaissez bien, les uns et les autres, on n'a pas conservé cette façon de pratiquer l'hospitalité et de permettre à celui qui, voilà, je savais que, voilà, il y aurait une... Non, sans faire d'angélisme, hein, bien évidemment, mais est-ce qu'on n'a pas conservé une sorte de tradition de l'hospitalité qui peut-être, depuis Homère, s'est un peu érodée en Europe? Alors, je commencerai par dire, pour être très franc, le Congo est un pays que je connais peu, puisque j'ai grandi jusqu'à l'âge de 4 ans, et depuis, j'y suis retourné une semaine en 2008, une semaine en 2015 et 24 heures en 2016. Pourquoi 24 heures en 2016? En parlant justement du Congo qui aurait conservé une tradition d'accueil, d'hospitalité. Le 4 avril 2016, j'atterris à Brazzaville à 8 heures du matin. Et à 9 heures, je récupère mon bagage. Et quand je veux sortir de l'aéroport, en fait, j'étais accueilli par des bombardements à l'arme lourde. On fait mieux comme hospitalité, quand même. Et ces bombardements-là étaient organisés, planifiés et exécutés par le gouvernement officiel de ce pays-là. Voilà. Et alors, juste pour l'anecdote, donc le gouvernement du Congo bombardait la capitale, donc je reste confiné à l'aéroport, et ensuite l'ambassade de France m'appelle pour me dire d'aller à l'hôtel en face où je reste, je passe la nuit, et le lendemain matin, on me raccompagne à l'aéroport. Et c'est un douanier français en armes qui fait mon contrôle. Je dis, tiens, ben, monsieur, que faites-vous ici? Il me dit, il fait de la formation. Alors je dis, ben, c'est très étonnant parce qu'il y a 8 ans de ça, c'était dans ce même aéroport, et il y avait déjà vos collègues qui faisaient de la formation. S'agit-il de la formation continue? Alors on rigole, mais tout ça n'est pas très drôle. Voilà. Et là, je rejoins Saber, il y a une violence politique qui est produite, qui est entretenue par les dirigeants d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, et ainsi de suite. Voilà. Mais pour en revenir à l'hospitalité qu'auraient conservé les Africains, je n'y crois pas. Il n'y a ni plus ni moins d'hospitalité chez les Africains qu'il y en a chez les Européens. Je pense que ce serait une très bonne nouvelle si c'était ça, mais c'est vraiment pas si simple. Et même pour écrire mon livre, donc j'ai fait des recherches sur le XVIIe siècle et la manière dont était organisée la société française au XVIIe siècle, la société féodale, ressemblait beaucoup à l'organisation du royaume du Congo au XVIIe siècle. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'acquaintance entre les peuples qu'on le pense. Il n'y a pas un peuple sur un continent donné qui serait plus ou moins hospitalier. Ce qu'est en train de dire Wilfried, Alain, me fait penser à ce texte qui date d'il y a quelques années, déjà c'était en 2012, je crois, Le sanglot de l'homme noir, où précisément cette question était abordée, de dire qu'au fond, il ne fallait pas créer de clivage et considérer qu'il y avait plus ou moins d'un côté et de l'autre une civilisation noire, une civilisation blanche qui serait opposée et qui aurait des propriétés, des vertus ou des qualités fondamentalement différentes. En effet,
C'est une question que j'avais traitée il y a 6 ans, donc de 2012, dans cet essai, Le sanglot de l'homme noir. Bon, évidemment, quand les gens avaient lu, ils avaient sauté un peu le passage sur la traite atlantique des Noirs, hein, parce qu'en tant que tel, l'esclavage, les populations, nous les avons toutes subies, que ce soit les Blancs, les Noirs et autres, mais la montée d'un système de l'esclavage, de la traite transatlantique qui était conçu, qui était programmé et qui était bien verrouillé à travers les participants, faisait de sorte qu'on s'interrogeait sur les responsabilités des uns et des autres. Jusqu'alors, le discours que nous avions était souvent le discours de quelques gauchistes blancs européens qui essayaient d'avoir ce que Pascal Bruckner appelle le sanglot de l'homme blanc. Hein, le blanc qui se répand en disant oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait, hein, les pauvres, nous les avons rendus un tel, ils sont sous-développés et en plus on les a fouettés, on l'a mis en captivité, on a fait ceci, il faut leur amener un peu de sac de riz pour que la repentance soit totale. Donc du coup nous avons ce courant, cet élan, et Bruckner avait écrit son livre dans l'espoir en quelque sorte de consoler le blanc, de lui dire pardon, arrête de pleurer, il faut aussi être fier de ce que tu as fait, ça. Donc, ce qui m'avait moi conduit à écrire le sanglot de l'homme noir, qui était l'autre pendant de l'Africain qui pensait toujours résoudre la plupart de ses problèmes par le prisme du voyage qu'il avait fait. Et parfois, il ne l'a jamais fait parce que tous ceux qui réclament et qui tapent à eu contre la civilisation noire selon l'esclavage, parfois ne l'ont pas subi. Parfois ont des ancêtres, comme dans ce que raconte Wilfrid, qui ont contribué, fait la complicité dans la vente des uns et des autres. C'était une question qui m'avait valu à l'époque beaucoup de colibés, on m'avait traité de tout, le Front National m'applaudissait, on disait voilà c'est un noir qui le dit, les Africains disaient que c'est les Blancs qui lui ont demandé d'écrire ça, et en plus j'ai eu la malchance, Pascal Bruckner a aimé les livres, il a fait 2 pages dans le Nouvel Obs en m'applaudissant, en disant bienvenue, je ne sais pas, dans l'arène où tu vas recevoir tous les coups du monde, je vais enfin me respirer. Donc ça s'est passé dans ce sens. Donc quand je vois que le roman africain s'empare de ces questions, c'est intéressant, ou perpétue, puisque le roman de Wilfrid Tsondé est dans la tradition du devoir de violence de Yambo Wologan, le premier prix Renaudot africain en 1968. Qui, oui. Dont on fête le cinquantenaire, là. Voilà. Mais écoutez, mais parfois quand... un grand classique de la littérature africaine. Donc c'est un petit-fils de Yambo Wologan dont le roman vient d'être réédité dans ce sens. Le tort est peut-être la question de... le tort, ce qu'on reprochait à Yambo Wologan, c'est qu'il parlait de ces petits chefs coutumiers africains qui s'étaient enrichis, qui avaient créé une certaine bourgeoisie noire grâce à la traite transatlantique, et qu'il expliquait même que certaines violences qui étaient dans le continent noir étaient tellement fortes qu'elles étaient pratiquées par ces mêmes héros que nous aimons. On oublie par exemple que Chaka Zulu, dans ses guerres de conquête, avait tué plus d'1 million d'Africains. Mais si moi, l'Africain, je le dis, je casse un certain mythe en se disant non, Chaka Zulu, il ne faut pas toucher l'Afrique du Sud. Donc il faut rester dans cette logique où tout est bien, tout se passe bien dans le meilleur du monde. Mais je pense que la violence, et là je reviens sur la question, le problème de la violence est aussi peut-être lié au fait que la mobilité telle que on nous a donné 2 pieds, c'était pour marcher, puis nous avons créé des moyens de locomotion pour nous déplacer, mais en même temps, la culture que nous avons est une culture de clôture. Faire une clôture, c'est prévoir qu'il y aurait peut-être quelque chose qu'on voudrait cacher et que peut-être que quelqu'un voudrait rentrer. Et donc, on arrête la vague même de cette mobilité. En ce qui concerne les Africains, c'est encore c'est pire, puisque
la clôture a été faite par l'Occident qui est venu créer. Les frontières que nous avons aujourd'hui sont les frontières héritées de la conférence de Berlin au 19e siècle. Et quand on a imposé les clôtures, le colonisateur l'a fait dans le sens de son propre profit. Il n'a pas décidé en disant, bon, on va quand même faire passer ça ici, attention, cette tribu et celle-là sont sœurs. Non, on a coupé parfois, l'oncle était devenu zaïrois, tandis que le neveu devenait centrafricain. Et pourtant, avant, ils étaient dans le grand royaume Congo. Le royaume Congo qui était vaste, et comme le partage de l'Afrique a fait que ça a cloisonné les mentalités, ça a créé le système même de l'appropriation de l'espace. Les éléments qui étaient les éléments de communauté, de mobilité, appartiennent désormais à des États qui n'en sont pas. En réalité, qui ne sont pas des États, puisqu'on nous impose des clôtures. L'esprit même de l'État-nation européen qu'on amène chez nous n'est pas forcément ce que nous avions dans l'esprit de la royauté, où le royaume Congo était étendu, où du côté du Rwanda, il y avait des royaumes qui se paisaient tranquillement. Il n'y avait pas cette sorte de haine, par exemple, entre le Hutu et le Tutsi, sachant que le Hutu et le Tutsi, c'était des divisions plutôt sociales et non raciales. La division raciale ayant été entraînée ou imposée par la conception européenne de cette époque-là, fondée sur toutes ces idéologies de Gobineau et autres, sur l'origine de l'inégalité des races. Quand vous venez imposer un discours racial, là où les sociétés étaient fondées sur des discours plutôt de classe, les Hutus, c'était ceux qui s'occupaient de la terre, les Tutsis, c'est ceux qui avaient plus de 10 vaches. Donc si, dans les 10 vaches que vous avez, il y a 4 qui sont mortes en allant quelque part, vous basculez, vous devenez Hutu, parce que ça veut dire que votre activité principale n'est plus l'élevage de vaches, ça devient agriculteur. Et puis au milieu, vous avez aussi, je ne sais pas, les chasseurs et autres qui étaient les pygmées, les Touas. Mais quand le colonisateur arrive, il sait que pour mater les populations, il sait que pour essayer de dominer la population, il faut travailler avec la minorité. Et ils sont allés du côté de la classe de la minorité, qui était celle des Tutsis. Ils sont moins nombreux, donc c'est facile de créer la peur de la majorité en disant « vous êtes déjà moins nombreux, vous avez vu ce groupe, quand ils vont débouler sur vous avec une violence extrême, on va vous avaler d'un seul coup. » Et alors que vous êtes fait pour gouverner, vous êtes les plus pauvres, vous êtes les descendants, je ne sais pas, du Nil, vous avez échappé à la malédiction des Cham, etc. Le discours racial, le discours de la conquête coloniale est en soi l'un des discours les plus violents de notre histoire. Et nous sommes tous ici, même dans les discussions que nous faisons, en train de tenter de déconstruire ce discours colonial pour être dans un sens de discours de la mobilité. C'est pour cela que la vraie question n'est plus comme avant, c'était le barbare, le sauvage, ça devient l'immigré, l'autre. L'autre devient celui, il vient prendre mon pain, pourquoi il a sauté les frontières, il faut créer le mur, il faut empêcher les Mexicains de venir aux États-Unis, alors même que vous, les Américains, vous êtes accaparés du territoire mexicain. C'est un peu dans une situation de frontières que nous sommes, dans une situation de clôture. La clôture est une violence, l'absence de clôture permet aux populations de bouger, de vivre cette liberté qui nous est attachée. Oui, Wilfried. Oui, alors je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je dirais que en plus de la déconstruction de cette pensée coloniale, il faut aussi vraiment il faut faire la déconstruction de la pensée de race, qui a fait beaucoup de mal à l'humanité en termes de pensée. Voilà, on est même chaque jour, chacun de nous, quand nous parlons, quand nous disons celle-là est blanche, celui-là est noir, on dit une bêtise incroyable. Parce que les êtres humains ne sont pas une couleur, ils ont une couleur de peau. Ce qui n'est fondamentalement pas la même chose. Et donc, dans cette déconstruction-là, il y a vraiment tout un travail, et la littérature peut le faire, un travail sur la langue. Voilà, nous employons des mots qui rappellent des concepts faux,
qui remonte au XVIIIe siècle. Donc il y a un gros travail de déconstruction lexicale à faire. Et aussi, il faut le dire, quand on parle des migrants, par exemple l'autre, il y a l'idée, et ce sont des idées qui font leur chemin, de déconstruire la pensée économique. Il est très important de penser une autre manière d'organiser l'économie. Gandhi a dit, la pire des violences, c'est la pauvreté. Et la pauvreté au XXIe siècle, dans ce monde de mobilité accélérée, la pauvreté, même si vous ne la voyez qu'à la télévision, quand elle est au Niger, c'est très près. C'est très près. Donc, la violence de la pauvreté est omniprésente. Et j'en parle parce que dans ce livre-là, en faisant des recherches, j'ai compris que un bateau qui transporte des esclaves au XVIIe siècle entre le Luanda et le Brésil, qu'est-ce que c'est? C'est une machine économique qui n'a qu'un seul but, c'est de faire des bénéfices, mais des bénéfices qui, sur 400 personnes sur ce bateau-là, ne profiteront qu'à une dizaine de personnes. Et donc, ce bateau, c'est comme un laboratoire d'un système, d'une manière de penser l'économie qui régit encore au XXIe siècle. Et là, il y a beaucoup d'efforts à faire. D'autant qu'on sait que cette manière de penser l'économie est en train de saper l'environnement naturel dont nous avons besoin pour vivre. Saber, pour poursuivre sur cette idée qui, je crois, est fondamentale de la déconstruction nécessaire du discours des races, est-ce que, pour aborder un peu la question de l'hospitalité qui est compliquée, parce que c'est ni de l'angélisme, ni une attitude compassionnelle, est-ce que, au fond, pour pratiquer précisément l'hospitalité, il ne faut pas commencer par apporter peut-être ce qu'on pourrait appeler un soin à notre environnement et à nos relations, qui commencerait précisément par sortir de ce clivage des races? Tout à fait, parce que je pense qu'il faut tout simplement revenir à une forme primitive de la vie. L'hospitalité, en fait, le concept, c'est le concept même. Vous savez, les Grecs disaient xénos. Xénos, c'est quoi? C'est à la fois l'étranger et l'hôte. Donc, c'est... voilà. Et moi, j'ai envie de dire, mon cher camarade de gauche, que pour gouverner, on a besoin des pauvres. Donc, si on supprime les pauvres, donc il y a... On supprime le gouvernement, on supprime l'empire, etc., etc. Mais juste un mot par rapport, parce que je suis assez sensible à cette capacité de l'empire, toi tu dirais l'Occident, moi je dirais l'empire, à cette capacité à manier les ciseaux. On a manié les ciseaux en Afrique, mais on a manié aussi les ciseaux au Maghreb, Maghreb, c'est-à-dire entre la Libye, la Tunisie et l'Algérie. Et d'ailleurs, parce qu'on a manié ces ciseaux, que dans le roman, dans Une femme sans écriture, c'est un seul pays pour moi. Il n'y a pas, voilà. Il n'y a pas de frontières, justement. Non, il n'y a absolument pas de frontières. Ouais. Et donc, les femmes, les hommes, les traîtres, comme les colons, parce qu'il y a bien des salauds de tous les côtés, se déplacent dans un immense pays sans frontières. Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappé avant les événements en Tunisie, ce que certains appellent le printemps arabe. C'est pas un terme que j'utiliserai avec conviction. Et avant janvier 2011, il y avait les événements de mai 2008 dans le bassin minier de Gafsa, dans le sud-ouest de la Tunisie. Tous les ouvriers ont arrêté. Il y en a marre de salaire de misère, de l'exploitation. On arrête. Donc tout le monde a arrêté de travailler. Et du point de vue du pouvoir politique, c'est tellement le seul secteur où il y a un peu de phosphate, on le vend en France et ailleurs. Ben Ali décide d'envoyer l'appareil sécuritaire, armée, garde nationale, policiers. Et certaines personnes, surtout les femmes, c'est pour ça ont cette idée splendide, puisque Ben Ali veut occuper la ville, nous, on va la quitter. Et donc, plusieurs femmes ont décidé de prendre quelques affaires, des matelas même, et on dit, nous allons retourner en Algérie.
Et donc, le verbe retourner, revenir en Algérie, c'est-à-dire, on se rend compte tout de suite que oui, bah oui, au XIXe siècle, à un moment donné, conseillé par un cartographe, voilà, l'armée française, ou en tout cas l'état-major de l'armée française, a décidé de couper à ce moment-là, couper là, enfin, ça veut dire pour mettre une frontière et diviser justement une tribu en deux, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que c'est un seul pays, parce que c'est véritablement le sens de l'histoire et le sens de la carte. Maintenant, il y a bien évidemment, oui, maintenant il y a l'Empire. Et l'Empire, il est là pour gouverner le monde. L'Empire est là pour gouverner, à l'époque, c'est l'Afrique, voilà. Et il faut dire que nous, enfin, moi personnellement, enfin, nous, je suppose mes camarades aussi, bon, nous écrivons. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Nous n'allons pas défaire l'histoire. Et moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que ça c'est important de la rappeler, le citoyen existe parce qu'il y a l'étranger. Et je pense que sans les citoyens, sans l'étranger, il n'y a pas de citoyen. Et ce qui me frappe, on considère tous, plus ou moins, que le plus grand texte philosophique, c'est la République de Platon. Bon. Et ce qui est curieux, c'est que la République de Platon, enfin le texte c'est quand même l'ancêtre de la philosophie politique occidentale, pour faire vite, le début de la République se passe dans la demeure d'un étranger. Ça commence comme ça, en fait, c'est Socrate qui rentre du port du Pirée, il rentre à Athènes. Et donc, Képhalos en question, c'est un métèque installé au Pirée, il l'appelle, il dit, quand même, tu viens nous voir, tu viens opérer, tu viens pas nous voir, quoi. Voilà. Ma demeure est ouverte, voilà, sois le bienvenu. Et donc, il entre, et là naît ce texte qu'on appelle la République, qui commence d'ailleurs par la question de qu'est-ce que la justice, etc., etc. Et à un moment donné, Socrate veut continuer la discussion, et le métèque en question lui dit, je suis désolé, j'ai mieux à faire, j'ai un sacrifice à accomplir. Donc, on revient justement à la question de... Parce que c'est aussi... On ne peut pas faire de l'hospitalité sans le sacrifice, sans un bon plat. Et pour revenir à ta question tout à l'heure, est-ce que cette pratique persiste encore? Je pense que généralement non, parce que même en Afrique, on se modernise à une vitesse hallucinante. Et bien sûr qu'il y a encore quelques coins, et moi j'ai en tête les souvenirs de mon enfance des mariages, où la maison, ce qu'on appelle la maison de la fête, on ne fait pas à manger. Ce sont les invités qui viennent avec des plats de couscous que tout le monde mange. Donc je pense qu'il faut, voilà, il faut être attentif à ces petites choses. Et moi, je me dis, après, voilà, on s'est... Rappelez-vous, quand même, on va sur la vague de la migration, de départ de la fuite des Syriens. Rappelez-vous les débats en France, pendant que Merkel accueillait des milliers, des dizaines de milliers et des milliers. En France, nous, on parlait de l'invasion. Alors que, et c'est assez curieux parce que, ça, il faut le dire aussi, parce qu'au moment où la vague vraiment est devenue même hallucinante, quoi, on a envoyé le président d'Olof Prat. Il est même allé avec micro, interprète et tout. Il est resté une semaine, il a réussi à faire venir 500 Syriens à l'époque. Et donc la question qui se pose, bien évidemment l'Allemagne accueille parce qu'il y a un vieillissement de la population, etc., etc. Il se trouve que là, depuis l'année dernière, la courbe de naissance augmente. Donc oui, il y a des intérêts, mais ce qui nous, pour revenir justement à ce qui nous réunit fondamentalement, c'est la langue. C'est la langue. C'est la raison pour laquelle aussi je trouve que l'expression même de francophonie, c'est un terme austère, d'une laideur monstrueuse, je dirais même c'est anti-hospitalité, voilà. Parce que
Parce que c'est important. Puisque nous pratiquons une seule langue unique, il y a quand même une partie de la frontière, le mur, il commence à s'effriter déjà. Voilà. On ne va pas employer le mot de francophonie, Saber, mais merci d'introduire le sujet de la langue, parce qu'on peut peut-être effectivement parler de l'hospitalité des langues, qui ne jugent pas la provenance ou l'origine de ceux qui viennent l'apprendre. Alain, c'est un des derniers livres, Le monde et mon langage. Hein, et dans Le monde et mon langage, il y avait l'affirmation d'un choix, qui était le choix de ne pas s'enfermer, et de prêter toujours l'oreille aux rumeurs du monde. Et prêter l'oreille aux rumeurs du monde, bien sûr, ça passe par l'écriture, ça passe par la langue, ça passe par la pratique des langues, de toutes les langues avec lesquelles nous vivons et nous cohabitons. Oui, de toutes les langues, oui. Moi j'ai jamais eu un problème de langue. C'est parce que il y a ceux qui croient que la pérennité d'une nation ou peut-être le prestige d'une nation qui a perdu ses anciens territoires passerait forcément par le sauvetage d'une langue, et les sauveteurs seraient probablement les anciens colonisés, alors même qu'on n'a pas balisé le terrain, alors même qu'on ne fait rien pour que cette langue prospère dans ces territoires qui de toute façon de plus en plus sont en train de regarder la langue de la commercialité, la langue de l'industrialisation, la langue de la musique, la langue peut-être de la puissance économique. Une langue est forte parce que les nations qui la parlent sont sur le plan économique aussi très très fortes. Une langue est forte parce que la politique des nations de cette langue, les politiques appliquées sont des politiques qui donnent un sens de liberté aux autres. Or, à ce jour, tous les petits médecins qui se sont penchés sur la prétendue langue française qui serait agonisante n'ont jamais vu, n'ont jamais aperçu que les soubresauts de cette langue sont liés aussi au fait que nous-mêmes, qui sommes naturellement de l'espace d'expression française, nous ne faisons rien pour donner à la langue française ce qu'elle a d'original, c'est-à-dire le sens et le souffle de la liberté. Cette liberté est confisquée. Aujourd'hui, quand vous allez... La langue française porte en elle aussi une certaine violence que peut-être les locuteurs qui ne sont pas toujours franco-français essayent de réharmoniser, de faire de sorte que ça soit une langue qui porte non seulement le génie en français, mais aussi le côté bariolé des autres espaces. Quand il manque une définition ici, c'est que nous perdons quelque chose du genre humain. La langue française à elle seule ne peut pas expliquer les choses en passant que par la culture et le génie français. Mais peut-être que là où la langue française va claudiquer, eh bien, les langues africaines que la France n'a pas pris le temps d'apprendre quand on est venu coloniser, parce que le colonisateur était pressé et même fier de porter une langue. Le colonisateur, c'est quelqu'un qui est fier, c'est quelqu'un qui pense qu'il est beau. Quand il a porté son casque colonial qui luit avec le soleil et qu'il passe à côté des sauvages, il pense que ce que murmurent les sauvages, c'est des dialectes. Il ne comprend même pas que le lingala est parlé par plus de 150 millions de personnes, alors que l'italien, à côté, c'est petit. Je ne sais pas quel pays, encore même le russe devient petit au fur et à mesure. Mais quand vous prenez le lingala, et bien là, ça devient un espace linguistique. Comment voulez-vous une langue parlée par 3 millions d'Européens, je ne sais pas, les Danois ou quoi, et considérée comme une langue respectée tant que telle? Le lingala parlé par 160 millions de personnes, non, ce n'est pas une langue, c'est un dialecte. Donc il y a quelque chose de violent même dans la conception de la langue qu'on a voulu appliquer. Mais on a vu aussi aujourd'hui que ce qu'on donne comme pouvoir à la langue anglaise n'est pas tant un pouvoir si fort que ça. C'est tout simplement parce que dans cette langue anglaise, eh bien, les nations qui la composent ont essayé d'insuffler une certaine liberté à leurs locuteurs. Nous sommes victimes d'un esprit très jacobin, très français. En France, quand vous parlez mal la langue française, on vous regarde des pieds, on ne vous aide pas.
Hein, c'est-à-dire, on dit, mais comment ça, ben, il sort d'où, de quelle tanière? Il y a une certaine distance qui se fait là. Il parle mal la langue, donc il n'a pas de culture. On ne peut même pas applaudir quelqu'un, parce que la personne qui est censée mal parler la langue française, mais elle parle déjà 8 langues. N'importe quel Africain, que ce soit Wilfried ou moi, le minimum que nous puissions parler, c'est 4-5 langues. Et que quelqu'un qui est monolingue, qui habite dans un coin où il n'a parlé que français du matin au soir, il mourra avec la langue française, vienne me donner une leçon dans la langue française. C'est ça qui est aussi la violence linguistique. Et il faut aussi avoir à l'idée que l'idée de paternité ou maternité de la langue française, c'est une idée de fakir et de moine. Ce qui a fait la grandeur de la langue anglaise, c'est que les Anglais sont contents si c'est les Jamaïcains qui manient leur langue, entre guillemets, si c'est les, je ne sais pas, dans les îles, si c'est au Nigeria, si c'est Chimamanda Ngozi, si c'est Salman Rushdie. Mais en France, on en est parfois, jusqu'à présent, on nous demande comment se fait-il que vous parlez notre langue? Mais attendez, le côté nôtre crée une certaine violence. La langue française est le seul salut que nous avons pour avoir désormais un discours de courtoisie. C'est pour cela que les présidents, les Macron et autres, se sont agités, essayer de rassembler les derniers héros avec AUT qui restent pour dire, écoutez, on va vous donner une vieille maison qui ressemble à un château de Versailles, on va mettre Leila Slimani dedans qui va faire la danse du ventre, on va aller trouver un tel, etc., etc. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Et on est content, mais on a traité la question de manière coloniale. On a mis les Blancs à côté, les Blancs ça ne vous concerne pas, mais pourquoi pas emmener Serge Joncourt et Fuenquinos dans la maison en question pour aller faire la danse? Pourquoi choisir, comme par hasard, une Marocaine et à côté on va rajouter, je ne sais pas, on prend un tel. Donc tous les anciens colonisés, c'est eux qui doivent aller au chevet de la langue française. Tandis que pendant ce temps, dans le quartier latin, on continue à massacrer le subjonctif imparfait, on parle mal la langue française. Non, ça ne compte pas. Et quand on vient dans les espaces où cette langue doit être mise en valeur, eh bien ces locuteurs ne sont plus là. C'est la question de la presse, c'est la question de la locution. Quand nous sommes à l'étranger et que nous défendons cette langue française à travers les départements d'études françaises, mais la France n'est même pas au courant qu'une politique se fait, une politique de la langue française se fait sponsoriser, payée grassement par les États-Unis. Ça fait 16 ans que j'enseigne en français aux États-Unis, à Los Angeles, payé par l'État de Californie. Mais il y a combien d'Africains qui maîtrisent très bien la langue française ici, qui ne demandent que ça, d'aller à la Sorbonne pour le faire? On dit, vous là, vous allez aller à la Sorbonne, non, vous devez faire la queue, il y a l'agrégation à passer, il y a le ceci, il y a des cas même de violence qui fait qu'il n'y a pas une certaine liberté dans cette langue. Et quand vous entraînez, vous mettez une liberté à l'intérieur, eh bien, on vous tient un discours de fédération. Le discours que, par exemple, que Macron a tenu là, en fédérant les énergies, en faisant ceci, des réunions, était un discours pour endormir le cadavre qui essayait un peu de bouger. On a dit, parce qu'en France, c'est ça, quand il y a un problème, on fait une réunion, on crée une commission bénévole, et puis on laisse passer jusqu'aux prochaines élections. Vous allez voir, rien ne sortira de ça, rien ne sortit de toute façon. On est passé à autre chose, on a beaucoup d'autres choses à faire, et les commissions ont été créées. Je vois certains m'écrire maintenant des lettres en cachette. Ben, tu avais raison de refuser. Mais j'ai dit, mais vous avez raison d'y aller, mais à la fin, on ne sauve pas la langue française par un décret. La langue française se sauve par la multiplicité de ceux qui la parlent, qui la valorisent, par le biais de l'enseignement, par le biais de l'écriture, par le biais de la pensée, par le biais de la réflexion et par le refus d'une certaine langue française. Il y a des langues françaises et il faut en avoir conscience, et l'Académie française n'est pas forcément le lieu le plus privilégié pour parler des langues françaises. Saber. Non, c'est la figure de la danseuse du ventre qui me... Qui le fait réagir. Non, parce que il n'y a pas de journaliste, donc ça ne sortira pas de la presse. Non, mais tu as raison, parce que je trouve que c'est efficace quoi, pour gouverner l'indigène. Tu sais, l'indigène, il n'y a pas que... On ne le gouverne pas uniquement par le rafale, etc.
voilà. Et ce qui est assez malheureux, c'est-à-dire que cette vieille représentation, en fait, qui remonte au XIXe siècle, et je pense que, j'ose espérer que, nous sommes là quand même pour déconstruire justement cette image-là et cette danse-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle aussi, quand j'ai écrit Une femme sans écriture, j'avais d'emblée décidé de ne donner aucun vêtement aux 4 femmes. Je parle de 4 femmes tout au long du roman, et on ne sait pas comment elles s'habillent, on ne sait pas ce qu'elles ont qu'est-ce qu'elles ont, mais il n'y a aucune indication vestimentaire. Et puis il y a autre chose aussi, parce que c'est véritablement, je pense à ça parce que quand j'ai écrit ça, j'étais véritablement habité par l'autre école, l'école orientaliste. Parce que la première femme a réussi quand même à faire monter une entreprise hallucinante, ce qui s'appelle la Cité des femmes affranchies autarciques de l'Est algérien. C'est une cité où il y a un restaurant, il y a des restaurations de mosaïques, de manuscrits, il y a même des guérisseuses, etc., etc. Et dans ce beau restaurant qui était the place to be, fréquenté par des colons, par des gens de la haute société, il y a, et par des militaires, il y a un peintre européen qui arrive, il s'installe, il ouvre sa mallette et il commence à peindre. Il y a une femme qui vient et lui dit: est-ce que vous mangez ou pas notre nourriture? Elle lui dit: non, je suis là pour vous peindre. Et elle le met dehors en lui disant: tu ne peux pas nous peindre sans avoir goûté notre nourriture. C'est aussi une forme d'entrée dans l'univers de l'autre aussi. Je pense que oui, on revient au point de départ, c'est l'écriture comme représentation du monde, de l'autre, de soi-même, etc., etc. Et l'un de vous, tout à l'heure, a dit, au fond, le premier lieu de l'hospitalité, c'est l'écriture, c'est la littérature. Est-ce que l'écrivain n'est pas celui qui pose son regard, justement, en permanence sur les choses, et qui est donc celui qui pratique une forme d'hospitalité, qui est celui qui regarde le monde? C'est compliqué, hein? Mais ça rejoint, je crois que c'est Saber qui disait tout à l'heure, la littérature, c'est probablement un des plus grands lieux d'hospitalité. Alors la question est compliquée, j'espère que je ne vais pas répondre à côté, mais je vais me donner du mal. Alors l'écrivain, je ne sais pas, mais je vais partir de ma démarche à moi, je risque déjà de moi me tromper. Comme je l'ai dit avant, c'est vrai que la littérature m'a permis de regarder certains phénomènes avec un autre regard. Et c'est vrai que alors, ce regard-là, est-ce que c'est le mien parce que je suis écrivain ou est-ce que c'est le mien parce que j'ai l'histoire que j'ai? Je ne sais pas. Enfin, quoi que si je me permets d'être un peu moins modeste, je pense que si j'écris, c'est parce que j'ai l'impression quand même que le regard que je porte sur l'humanité peut être intéressant. Alors, il n'est peut-être pas fondamentalement original, mais je pense que quand j'écris, je me dis, bon, je dis peut-être des choses qui n'ont jamais été dites, ou en tout cas pas comme ça. Voilà. Parce que aussi, au fil du temps, là, je vais lentement mais sûrement sur mes 50 ans, donc on a quand même, c'est quand même lentement, mais voilà. Et je me rappelle, par exemple, une anecdote qui m'a beaucoup inspiré dans cette idée de revisiter l'esclavage, enfin la traite, sans évoquer la couleur de peau. C'est une anecdote qui a beaucoup influé sur mon regard, et donc ce regard-là, il m'inspire quand j'écris. Je regardais un reportage sur la Shoah avec mon père. Et mon père, c'est quelqu'un qui a connu la colonisation. Brazzaville était divisée entre la ville des Blancs et la ville des Noirs. Donc mon père voit encore le monde, lui, noir, blanc, il n'y a pas... Bon. Et quand on regarde la Shoah, on me dit, oh là là, mais c'est insoutenable ce que les Blancs se sont fait entre eux.
Et je lui ai dit, tiens, c'est très très bizarre ce que mon père me dit là, parce qu'à l'école, on nous a appris autre chose. Mais bon, il va se coucher et je coupe le son. Et quand tu coupes le son, effectivement, qu'est-ce que là, tu vois des blancs qui sont entre gaz et qui se torturent et ainsi de suite. Tu remets le son, tu comprends que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. C'est qu'il y a déjà des blancs qui sont en fait des nazis, il y a des blancs qui sont en fait des juifs. Donc le fait qu'ils aient des couleurs de peau qui se ressemblent, eh ben on s'en fout. Voilà. Et donc je suis imprégné par cette anecdote-là, mais je vois que dans ma réalité du quotidien, les uns et les autres continuent à penser que c'est vraiment très important la couleur de peau. C'est bon, ah tiens, peut-être il danse bien celui-là, ou bien, ah tiens, il doit avoir des attributs spécialement impressionnants. Voilà. Ou alors, il court vite, mais bon, il n'y a pas grand-chose dans le cerveau quand même. Mais voilà, donc c'est cette, si tu veux, quand tu prends conscience de quelque chose, mais que tu observes que il n'y a pas grand monde qui a pris conscience de ça, effectivement, l'acte d'écrire et le regard que tu portes sur ce que tu écris en tant qu'écrivain devient la question c'était Je vais pas la refaire. Ah oui, voilà, oui. Ouais. Voilà. Mais aussi, oui, donc, alors, ouais, une autre, comment dire, quelque chose d'autre qui m'inspire, enfin, qui inspire, qui forge mon regard d'écrivain, c'est forcément l'histoire de ma vie et le personnage dont j'écris l'histoire dans le roman. Quelque part, je me suis trouvé des accointances, puisque, voilà, moi, je suis né dans un pays, sur un continent, donc au Congo, en Afrique. Tôt, j'arrive en Europe, en France, je grandis en France. Mais au final, la moitié de ma vie, je la passe dans un troisième pays, l'Allemagne. En parlant de langue, dans ma vie, j'ai plus parlé en allemand qu'en français, et ainsi de suite. Et je me demande bien pourquoi c'est si important que ça, les frontières, l'inhospitalité. Et c'est vrai que la vie que j'ai menée me fait dire que peut-être c'est important que je rende compte de ce regard-là. Même ici, c'est marrant, j'arrive pour la première fois à Chamonix. Bien sûr, je suis proche d'Alain parce qu'on est né dans le même pays, on est tous les deux écrivains, on se connaît, mais je retrouve les chambériennes, dont Claudine, qui me connaît depuis 11 ans. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que ce qui me fascine, moi, et ce dont j'ai envie de rendre compte dans mes livres, c'est toutes les déclinaisons de ce qui peut nous rassembler, de ce qui peut nous permettre d'être hospitaliers. Et c'est beaucoup plus riche, et c'est beaucoup plus vaste qu'on le pense, et c'est beaucoup plus intéressant que les murs, les barrières, les frontières. Voilà. Est-ce que j'ai fait Saber ? Oui, enfin, je reviens à ma phrase que j'ai balancée tout à l'heure, à savoir que le roman est la vraie demeure de l'hospitalité, parce que je considère que si la littérature a un pouvoir, c'est qu'elle nous donne à voir, à vivre, à apprécier un monde qui n'est pas le nôtre. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je pense que pour écrire, il faut, j'ai envie de dire qu'il faut sortir de soi-même. Il faut s'anéantir un peu pour porter autre chose. Il faut mettre fin à cette tyrannie de moi, pour peindre, donner à voir, donner à lire autre chose, notre monde, peut-être un paradis sur Terre, parce que la vie et le monde tel qu'il se présente à nous est un monde noir, inhospitalier, de violence. Et donc, oui, il faut s'anéantir soi-même, donner à lire autre chose que soi-même. Voilà. Alain ? Oui, ajouter aussi que qu'on ne parte pas avec simplement l'idée que le roman serait totalement le lieu de l'hospitalité. Si j'ai le souvenir encore proche, c'est que toute l'histoire du monde
a été porté par un certain discours qui a été coltiné aussi par la fiction. Toute la vanille qu'a subi par exemple l'homme noir est passée par le biais d'une certaine littérature exotique, portée par des écrivains qui avaient du succès en Europe. Cette littérature a perpétué les canons, entre guillemets, avilissants tracés par une certaine science. Cette littérature a été le véhicule de la haine. C'est par le biais aussi de la littérature que beaucoup se sont attaqués au genre humain. Et cette littérature, si vous prenez un exemple d'un des derniers génocides que nous ayons vu, c'est-à-dire celui du Rwanda, ces génocides étaient précédés par une grande littérature qui circulait, publiée par les grandes maisons et dans lesquelles on définissait pratiquement ce qui allait se passer, comment ça allait se passer, qui étaient les bons, qui étaient les mauvais, qui étaient les maudits, qui ne l'étaient pas, etc., etc. On est bien entendu d'accord que lorsque nous disons ici que la littérature est le lieu même de l'hospitalité, c'est vraiment cette littérature qui est autre, celle qui redéfinit le genre humain, celle qui donne la liberté à l'individu, celle qui ne sème pas de division à travers nous, mais celle qui porte en elle des ailes et qui lui permettent de s'envoler. Autrement dit, quand on étudie par exemple cette littérature coloniale, on intègre souvent les actes de propagande, les mémoires écrits par les coloniaux dans lesquels, si vous voyez comment les Noirs sont décrits à l'intérieur, vous les lisez aujourd'hui, vous tombez les nus, ou les fictions même de cette époque-là. Donc c'est la littérature comme nous l'entendons aujourd'hui, celle qui est ouverte, celle qui est fraternelle, celle qui n'a pas d'exclusion, celle qui donne la liberté de concevoir un monde qui réduise la brutalité. Nos régimes aujourd'hui sont définis par leur capacité de la brutalité à renouveler les formes de brutalité. La dernière fois, je voyais mon ami Édouard Louis qui a écrit l'histoire sur l'origine de la violence, qui répondait à Macron en disant n'essayez pas de me manipuler en disant que vous êtes en train de lire mon livre. J'écris pour que vous ayez honte, j'écris parce que vous cultivez une certaine violence. La violence n'est pas forcément prendre un pistolet et puis le décharger sur quelqu'un. La violence, c'est installer un système social dans lequel les nantis ont tout ce qu'ils veulent et les moins nantis ou ceux qui n'ont rien, n'auront encore rien, ils seront écrasés au fur et à mesure. Pour l'instant, on a l'impression, c'est ça aussi qu'il faudra avoir comme discours, que la France, quand on vient en France, on va avoir tout. On ne voit pas la violence qu'il y a dans la société française parce que parfois, les sociétés occidentales ont cultivé le sens du maquillage, de la violence de leurs institutions. Ces violences sont tellement bien maquillées par un certain jargon qui fait que, on peut vous faire passer un message qui semble courtois, mais en réalité, il faut gratter comme le ticket de loto pour voir qu'une fois que vous avez gratté, il y a toujours un zéro parce qu'aucun ticket ne sera gagnant dans ces sociétés de brutalité. Merci. Merci beaucoup à vous trois. On a, vous le savez, rendez-vous à la librairie Guérin pour une séance de signature, mais on peut prendre encore un tout petit moment si jamais il y a des questions ou des réactions maintenant, ou bien ça se fera de manière plus informelle au moment des signatures. S'il y a une question, elle est la bienvenue. On la pose maintenant, et sinon, ça sera tout à l'heure en signant les livres. Oui, ouais, tu veux rajouter quelque chose? Juste, oui, je pense qu'on a oublié un aspect fondamental quand on parle d'hospitalité et de violence. Ce sont les violences structurelles qui sont faites dans le monde aux femmes. Ah, voilà, quand on parle d'hospitalité, et ces violences-là, elles sont déjà dans les foyers. Voilà, c'est quelque chose d'omniprésent.
qui accompagne l'humanité malheureusement depuis longtemps, et même cet après-midi, on a oublié d'en parler. Voilà, c'est dommage. J'aborde ça dans mon livre, bien sûr. Et je pense que cette importance de la couleur dans le regard, que dans le regard européen, cette couleur, elle est extrêmement importante et qu'elle est aussi à la base et de la justification de l'esclavage, de la colonisation et des théories raciales du 19e siècle. Je voudrais abonder juste, avant de laisser la place aux spécialistes, je pense que ce que vient de dire Madame est très intéressant, parce que la traite négrière, il fallait la justifier, il fallait trouver le fondement. On a recherché le fondement de la traite négrière par la couleur. La couleur est très importante, d'où vous avez des films comme Couleur pourpre, etc. La couleur est très importante, pourquoi? Parce que quand, dans le passage biblique où il y a la malédiction de Cham, où on se dit qu'il y a une descendance qui a été maudite parce que leur ancêtre avait vu la nudité du père, et Dieu, se fâchant, a condamné la descendance de ce type qui aurait des enfants qui seraient tous noirs. La couleur noire était comme une sorte de malédiction. Et par la suite, les différents, qu'on retrouve, la malédiction de Cham, qu'on retrouve encore, je parle sous le contrôle de mon ami historien qui pourrait venir corriger, la malédiction de Cham se retrouve aussi également dans le Coran. Et c'est cela qui a justifié le fait qu'on n'avait plus la mauvaise conscience d'assujettir les populations de couleur. On pouvait facilement dire que si vous étiez noir, vous étiez originellement destiné à l'esclavage, à la soumission, à la domestication, etc., etc. Donc la couleur est un élément essentiel, puisque quand vous lisez même Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon, qu'est-ce qu'il dit? Le blanc a inventé le noir, et en retour, le noir a inventé le blanc. L'invention du noir est une invention qui a fonctionné, qui continue dans l'inconscience de fonctionner. La chose, ce n'est pas simplement de convaincre les Européens ou les Blancs de ne plus regarder la couleur, mais c'est de convaincre les Africains eux-mêmes que leur couleur n'est pas synonyme de malédiction. C'est peut-être cela le sens du combat que nous avons. Nous avons des idées, nous avons des convictions, nous avons des arguments. Les imbéciles, évidemment, vont se fonder sur la couleur pour dire que, bon, si vous êtes noir, donc vous êtes idiot, si vous êtes blanc, vous êtes sauvé. Alors que les imbéciles, ça pousse de toutes les couleurs. À gauche et à droite, vous ferez un inventaire que vous serez étonné de dire « je ne savais pas qu'il y en avait autant ici aussi ». Donc il y a une certaine catégorisation. Mais peut-être l'effacement de la couleur dont parle Wilfried Sendé est un effacement plutôt symbolique. Il ne nie pas en tant que tel le fait que cette couleur noire nous a valu les tares de l'histoire, nous a mis à côté, a créé cette civilisation de la ségrégation, a créé le Ku Klux Klan, a créé le système de l'apartheid en Afrique du Sud, a créé le mouvement des droits civiques aux États-Unis, a créé la case de l'oncle Tom, a fait de sorte qu'on nous vendait à Zanzibar, qu'on nous mettait dans des cales, etc. Parce que moins vous êtes considéré, on vous traitera comme un animal, comme un bétail, on vous traitera de la même manière, on vous amènera aux quatre coins du monde, vous traverserez les océans, les mers, etc. sans pour autant que ce qui applique la violence sur vous est mal dans la conscience. Et c'est maintenant qu'au fur et à mesure, avec le brassage des couleurs, avec la société de métissage, avec les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont plus les mêmes préjugés que les anciens, que nous commençons à voir que l'intelligence, la lucidité n'a pas de couleur et que les imbéciles sont parfois transparents. Peut-être. Wilfried. Oui, alors merci pour ce commentaire et cette question. C'est vraiment très important et Alain a presque dit l'essentiel. Et je retiendrai pour vous répondre ce qu'il a dit qui est très très juste et très très fort, l'invention. Quelque chose comme l'identification des êtres humains selon leur couleur de peau est effectivement pratiqué
au quotidien avec toutes les catastrophes dont vient parler Alain, mais c'est très important de savoir que c'est une invention. C'est pas vrai. Et c'est pas grave de se tromper, mais il faut le savoir. Voilà. Et donc c'est catastrophique que ce soit important, parce que ça ne devrait pas l'être. Et c'est pour ça que j'inscris mon histoire au début du XVIIe siècle. C'est une époque où il n'y a pas encore eu de théorie de la race. Et qu'on n'oublie pas, et pour qu'on avance, il faut qu'on n'oublie jamais que les théories de la race dans l'histoire de l'humanité, c'était hier. Il n'y en a pas de trace dans l'Égypte antique qui allait de la Méditerranée jusqu'au Soudan. Il n'y en a pas de trace dans la Rome antique qui allait de l'Écosse jusqu'au Soudan. Voilà. Et il arrive donc encore, et je finirai avec ça, que quelque chose soit très important, mais dès l'instant où l'on sait que c'est une erreur, on commence le travail de déconstruction. Voilà. Merci beaucoup à vous trois. Merci infiniment.